Micro. Bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour ce petit décalage au démarrage, mais merci d'être avec nous pour ce premier Facebook Live du nouveau mandat municipal. On en a fait plusieurs dans le mandat précédent et puis les élections municipales ont eu lieu ici à Grand-Quevilly dès le premier tour, le 15 mars. Mon équipe a été qualifiée pour porter encore le chemin de l'action municipale dans les 6 années qui viennent. Et voilà, c'est l'occasion de faire le point un petit peu avec vous. Vous rappelez que cette équipe, elle est composée au regard du résultat des élections, un peu plus de 60% au premier tour, de 29 élus de la majorité municipale. Il y a 6 élus dans l'opposition. Sur les 29 élus de la majorité municipale, 10 ont été élus par le conseil municipal pour être adjoints au maire et j'ai donné à ces 10 élus adjoints au maire une délégation que le maire peut confier à chacune et à chacun, puisque la parité s'applique aussi parmi les adjoints. Et puis il y a 7 conseillers municipaux qui ont été nommés conseillers municipaux délégués. Là, c'est directement une décision du maire avec chacun une thématique qui se rattache en général aux adjoints. Et puis 12 conseillers municipaux qui, avec eux, porteront l'action municipale, qui participeront aux commissions, qui participeront au groupe de travail. Et puis la représentation de la ville dans différentes instances. On a déjà réuni 2 fois le conseil municipal. Peut-être vous avez suivi tout ça, c'est public et je vous invite bien sûr, autant que vous le souhaiterez, à participer aux prochaines séances. Mais entre deux, eh bien, on est dans l'action déjà et puis on est dans le dialogue à travers ce Facebook Live. Vous avez été nombreux à nous envoyer déjà un certain nombre de questions, d'interpellations. Je vais, comme à chaque fois, commencer par y répondre et puis, bien sûr, venir aussi à travers vos questions sur ce qui vous interpelle, en rappelant que nous avons une feuille de route pour les 6 années qui viennent. C'est le livre des projets, c'était déjà l'intitulé du programme présenté pour la période 2020-2026, et ce livre des projets 2026-2032 eh bien, nous engage sur les propositions que vous avez pu voir au moment de la campagne électorale. Là, tout de suite, vous avez posé des questions, donc j'y viens, concernant les travaux sur l'avenue Aristide-Briand, parce que c'est un chantier qui était bien engagé déjà dans le précédent mandat, qui va s'achever dans quelques mois, du moins pour la première partie de l'avenue Aristide-Briand. Alors, il y avait des questions justement sur l'information des riverains. Il y a parfois un décalage parce que, figurez-vous que les travaux vont finalement un peu plus vite que ce qui était prévu. C'est plutôt une bonne nouvelle avec une ouverture complète espérée pour le mois de juin plutôt que le mois de septembre qui avait été envisagé. Si vous avez des questions précises, je vous donne les coordonnées du chargé de suivi des travaux Métropole, parce que c'est la Métropole qui porte ce chantier sur l'espace public. Vous pouvez le contacter, Monsieur Foucard, au 02 32 96 98 98, 02 32 96 98 98. Ça, c'est pour la gestion quotidienne de la vie avec le chantier. La rue a été réouverte en sens unique depuis l'avenue des Canadiens jusqu'au rond-point Sainte-Lucie. Et puis, bien sûr, le principe de ce projet, c'est d'aménager les choses de sorte que les piétons, les vélos, les bus, les voitures, les personnes à mobilité réduite puissent s'y retrouver. Mais aussi la question du stationnement. Il y a des chicanes qui ont été aménagées à la fois pour faire ralentir, mais aussi pour préserver des places de stationnement. Et donc, on a hâte, évidemment, de voir la version définitive de tout cela qui va embellir et améliorer, je crois, l'usage de l'avenue Aristide-Briand. Il y aura une deuxième phase plus tard. Et puis, tout cela aussi servira un peu d'exemple pour d'autres projets à développer dans le mandat avec la ville et la métropole. Dans le registre de la voirie, il y a une question qui a été posée sur la vétusté des voiries, notamment au sortir de la période hivernale. Il y a plein d'endroits où il peut y avoir effectivement des chaussées dégradées ou des marquages au sol aussi qui sont abîmés. C'est quelque chose qu'on va travailler maintenant dans ce nouveau mandat avec la métropole. Demain, la métropole doit élire son président, ses vice-présidents. Donc on est encore dans cette phase d'installation et il faut comprendre que tout ça nécessite bien sûr un certain nombre de calages. En ce qui concerne les voiries, il y a d'abord tout un travail de diagnostic qui est mené avec un organisme qui s'appelle le CEREMA et qui étudie l'état des chaussées pour établir des priorités dans chaque commune. Et puis il y a avec la métropole ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement sur la base de ce diagnostic. Et c'est à ça que dans les semaines qui viennent, nous allons nous consacrer pour avancer bien sûr sur toutes ces questions.
Vous avez posé, bien sûr, avec l'arrivée du printemps, des questions aussi concernant l'entretien des mauvaises herbes. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, on a eu l'occasion d'y travailler et il faut continuer de le faire, mais parce que depuis 2022, l'exercice est devenu plus compliqué du fait de la réglementation qui impose d'utiliser des produits très respectueux de l'environnement. Même le vinaigre ne peut pas être utilisé sur l'espace public et du coup, il y a bien sûr un enjeu pour gérer à la fois le fait d'enlever les mauvaises herbes, mais aussi la repousse de ces herbes. On en est à 3 passages programmés avec une entreprise pour la période avril-mai, puis à nouveau fin juin et également fin septembre. Ça dépend aussi du climat, bien sûr. S'il y a beaucoup de soleil et en même temps de l'humidité, ça pousse plus vite. Et puis il y a des passages supplémentaires qui peuvent être programmés. Là aussi, je vous donne un numéro de téléphone, celui de l'accueil technique, s'il y a des besoins spécifiques. C'est le 02 35 68 93 39, 02 35 68 93 39 pour signaler des difficultés éventuelles. On a une question qui n'est pas nouvelle là non plus concernant le transit de poids lourds par l'avenue Georges Braque, mais on pourrait malheureusement citer d'autres avenues, d'autres rues de la ville. Les camions de plus de 3,5 tonnes sont interdits par principe sur la commune, sauf desserte locale. Et la difficulté, elle va souvent se loger dans cette notion de desserte locale. On va retravailler ça aussi, là où il y a des abus, essayer peut-être d'avoir une approche un peu plus radicale également, parce qu'on a effectivement des nuisances. Certaines ont pu cesser, mais il en reste et on va continuer bien sûr de s'y atteler. Dans le même ordre d'idée, nuisance pigeon, vous avez posé la question de la surpopulation. Alors, ça fait partie des caractéristiques de notre ville parce qu'elle est portuaire, en bord de Seine, avec pas très loin des silos qui font vivre les pigeons. Et puis, ils viennent aussi sur notre territoire. Attention au nourrissage, parce que c'est vraiment ce qui les attire le plus, ce qui les maintient sur le territoire et ce qui facilite aussi leur reproduction. Nous allons, au mois d'avril, poser de nouveaux ballons effaroucheurs. Nous allons procéder aussi à l'enlèvement d'un certain nombre de nids. Et puis, il y a dans notre livre des projets, que je rappelais tout à l'heure, la volonté de bâtir un plan pigeon où l'on va essayer de développer de nouvelles initiatives pour réduire à la fois la population et les nuisances, mais dans les limites qui sont celles de la nature, parce qu'elle est évidemment très puissante, et en particulier cet animal. Le message premier, à vrai dire, c'est de ne pas nourrir les pigeons. C'est ça qui les attire, c'est ça qui les fixe, et c'est ça aussi qui facilite leur reproduction. Vous avez posé d'autres questions plus innovantes sur leur contenu. Je pense là à l'idée d'un city stade sur la plaine du quartier Matisse à côté de la forêt. Alors, il faut être ouvert à ce type de réflexion parce que nous voulons bien sûr que les plus jeunes notamment puissent accéder à des équipements de loisirs un peu partout dans la ville, mais il faut aussi être très attentif à la tranquillité des riverains. Il y a parfois des sujets sur telle ou telle aire de jeu. Je pense par exemple à la nouvelle aire de jeu du Père Jules. Il faut faire attention à respecter les gens qui habitent à côté. Et donc, si on veut aller vers effectivement l'installation de City Stade, il y en a un par exemple sur la plaine de jeu Léon Blum, il faudra réfléchir à ça. Mais il faudra y réfléchir avec les jeunes eux-mêmes. Et nous avons dans notre livre des projets proposé la mise en place de budgets participatifs de la jeunesse. Je pense que c'est une belle question que sans doute ils soulèveront eux-mêmes, puisque c'est principalement bien sûr à eux que ce type d'équipement est destiné. Une question est posée justement à propos des jeunes sur les enfants en situation de handicap, avec la crainte qu'il n'ait pas beaucoup d'opportunités sur Grand-Quevilly. Et là, je veux au contraire valoriser ce qui existe déjà et ce que nous projetons pour notre commune. Nous sommes très engagés sur les questions d'accessibilité et d'inclusion. Nous sommes reconnus pour cet engagement depuis des décennies. Il y a notamment une association qui a 2 établissements à Grand-Quevilly, l'association APAGE avec laquelle nous travaillons, et en particulier nous avons ouvert à l'école Jean Cavaillès élémentaire avec l'initiative de l'Éducation nationale et en particulier de l'équipe enseignante. Nous avons ouvert une unité d'enseignement qui accueille chaque jour des enfants polyhandicapés issus de cet établissement Tony Larue. Et bien sûr, nous voulons soutenir aussi l'inclusion sous d'autres formes dans cette école et dans d'autres écoles. C'est le sens de l'action qui est menée
par exemple aujourd'hui en soutien de l'école Roger Salengro, parce qu'une fermeture de classe nous est annoncée dans cette école, alors même qu'elle a près d'une quinzaine d'enfants en perspective pour la rentrée prochaine avec des besoins éducatifs particuliers. Mais voilà, d'ores et déjà, nous avons aussi déployé des dispositifs spécifiques, par exemple dans nos accueils périscolaires, je pense à l'exemple aussi de la maternelle Perrault, et puis dans nos centres de loisirs, il y a aussi un accueil qui est proposé à chaque vacances pour les enfants en situation de handicap. On ne peut pas nécessairement les accueillir tous et tout le temps, mais l'engagement est pris et il va s'amplifier. Je veux souligner aussi la création sur l'aire de jeu du Père Jules, mais aussi la nouvelle aire de jeu devant l'école Maryse Bastier, de manèges adaptés aux enfants en situation de handicap, et donc une aire de jeu inclusive dans les deux cas, qui va servir d'exemple là aussi pour la rénovation, le développement des futures aires de jeu. Je veux citer aussi la mise en place avec notre nouvelle équipe d'une conseillère municipale déléguée dédiée à ces sujets d'inclusion. Elle s'appelle Cécilia Poffer. Elle a en charge les questions de petite enfance, mais aussi d'inclusion au sens beaucoup plus large. Et vous pouvez entrer en contact avec tous les élus et elle, par exemple, en envoyant un mail au secrétariat des élus, secrétariat.elus@grandquevilly.fr, ou alors en téléphonant au 02 35 68 91 89. Voilà le moyen d'échanger directement avec les élus selon leur thématique, bien sûr. À ce propos, une question a été posée aussi. Comment choisissez-vous vos adjoints ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 adjoints, il y a 7 conseillers délégués, et puis il y a 12 conseillers municipaux. Toutes et tous ont été choisis collectivement au moment de préparer les élections municipales, avec une liste, vous le savez, qui est portée traditionnellement ici par le Parti socialiste, mais aussi des élus originaires du Parti communiste, et puis le soutien de différentes forces de gauche, et plus largement, bien sûr, des élus qui n'ont pas de carte ou d'engagement militant, mais qui portent le projet de Grand-Quevilly, une ville vivante, épanouissante. Une fois qu'on a constitué cette liste, avec aujourd'hui 29 élus dans le conseil municipal, c'est le maire, de par la loi, qui choisit les adjoints et qui les propose au vote du conseil municipal. C'est donc comme ça que ça s'est passé, et c'est la même chose pour les conseillers délégués qui, eux, sont directement nommés par le maire. Il n'y a pas de vote du conseil municipal. Donc voilà comment les choses se sont mises en place, avec une continuité pour un certain nombre d'entre eux, avec bien sûr du renouvellement aussi, parce que c'est toujours indispensable, et donc de nouveaux visages parmi les adjoints comme parmi les conseillers délégués, et puis des missions thématiques qui leur sont confiées, qui existaient déjà sous d'autres formes ou qui sont nouvelles. Je pense par exemple à la création d'une mission sur la condition animale, parce que c'est un sujet à Grand-Quevilly spécialement très important. Nous avons dans notre livre des projets beaucoup d'engagement sur ce terrain également. Vous avez posé une question, et j'en parlais tout à l'heure, sur la fermeture de classe à l'école Roger Salengro. Je veux rappeler que les fermetures de classe relèvent exclusivement de l'éducation nationale. Ce n'est pas la ville qui décide les fermetures de classe. Et au contraire, nous, aujourd'hui, nous sommes engagés en soutien des enseignants, des parents sur cette école Roger Salengro, parce qu'il y avait une menace sur la maternelle Perrault, mais elle a été levée, et il reste malheureusement une menace sur l'élémentaire Salengro. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la question des effectifs, des chiffres, du nombre d'élèves dans l'école, mais il y a la question essentielle de l'inclusion, une école qui est très engagée sur ce sujet, une école qui aura en septembre une quinzaine d'élèves concernés par les enjeux de handicap, ou en tout cas les besoins particuliers. Le 9 avril, donc jeudi soir, se tiendra la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, où plusieurs écoles sont menacées de fermeture de classe. Nous avons la chance d'avoir une élue de mon équipe qui fait partie de cette instance consultative et qui pourra porter la voix de Grand-Quevilly, la voix de Roger Salengro en quelque sorte, pour reprendre nos arguments. J'ai envoyé un courrier à l'inspection d'académie, il est disponible sur ma page Facebook notamment. Vous avez posé des questions sur le dispositif de collecte des biodéchets qui a été déployé dans la ville au cours des derniers mois. Nous sommes la deuxième ville de la métropole à bénéficier de ce déploiement. C'est porté par la métropole Rouen-Normandie qui a la mission d'assurer la collecte des déchets. Et là, il s'agit essentiellement de déchets alimentaires, les épluchures de fruits, de légumes, les restes de repas, le pain, les produits laitiers, les viandes, les poissons, bref, tout ce qui peut
en étant jetés dans ces collecteurs de biodéchets, servir ensuite eh bien, pour ce qu'on appelle la méthanisation, créer de la chaleur, créer du biogaz, créer aussi pourquoi pas de l'électricité, bref, participer d'une forme de recyclage de ces déchets à la fois nouvelle et bénéfique pour la planète. Parallèlement, bien sûr, il reste les autres modes de collecte. Mais on voit bien que eh bien, tout simplement, les ordures ménagères se réduisent si on va vers cette collecte des biodéchets. Il y a 134 points de collecte qui sont installés dans Grand-Quevilly. Alors vous dites parfois, voilà, c'est un petit peu loin de chez moi. Oui, mais le maillage de la ville est déjà très important. Ça fait quelques mois seulement que tout ça a été installé. On va en faire l'expérience, on va voir ce que ça donne. Parfois, il faut les déplacer un peu, parfois, il faut en ajouter. Tout ça, bien sûr, l'expérience nous le dira. Vous pouvez voir les installations sur une carte interactive qui existe sur le site internet montry.fr. Montry.fr. Montry, c'est l'application aussi que la métropole a créée, qui est gratuite et qui peut vous donner beaucoup de renseignements justement sur cette gestion des déchets au sens large, notamment les déchets alimentaires. J'enchaîne les questions et je les prends comme elles arrivent, donc pas forcément de lien bien sûr entre elles. Une portée sur la rénovation des immeubles dans le quartier Berlioz, donc tout proche du village scolaire. Il y a eu une annonce indiquant que ces immeubles ont vocation à être rénovés par le bailleur Quevilly Habitat, et c'est une bonne perspective. Mais en fait, cette rénovation, elle implique un travail de concertation important à la fois avec la ville et la métropole, parce qu'il y a des sujets sur l'espace public, les espaces verts qui relèvent de la ville, les voiries qui relèvent de la métropole, et puis tout simplement une concertation avec les habitants, parce que c'est important quand on s'apprête à rénover finalement un quartier, de s'assurer que tout ça a du sens et répond aux besoins des habitants. Je pense par exemple à des immeubles où il faudrait des ascenseurs et il n'y en a pas aujourd'hui. Ça peut impliquer parfois des surélévations, comme il y en a eu déjà dans le quartier. Donc tout ça, en fait, dans les mois qui viennent, va faire l'objet de différentes études, de différentes concertations. Mais la perspective, elle est bien là et elle est essentielle, effectivement, d'aller vers une rénovation, non seulement des immeubles, mais à vrai dire, du quartier en lui-même, parce qu'on est là quasiment dans le centre-ville et sur des enjeux que les habitants connaissent bien. Vous m'avez posé une question sur ce qu'on appelle le CAC, le CAC. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil des ados citoyens. C'est une instance qui prolonge le Conseil des jeunes pour les ados de 12 à 18 ans et qui a fait ses preuves depuis une dizaine d'années maintenant comme un vecteur d'éducation civique en quelque sorte. On a plein d'adolescents qui s'engagent dans cette instance et qui amènent beaucoup de choses à la ville avec des projets très importants pour les jeunes, par exemple sur les enjeux de harcèlement entre autres, mais aussi des projets pour tout le monde. J'allais dire la course des couleurs est un exemple que je cite souvent, qui a lieu à la fin de l'été, qui a été inventé par le Conseil des ados et qui est ouverte aujourd'hui et qui accueille des dizaines et même des centaines de participants à la fin du mois d'août. Une question sur les horaires de l'accueil ludo-éducatif le matin dans les écoles. Alors on peut poser la question aussi peut-être pour le soir, parce qu'évidemment, chacun a ses contraintes, chacun a ses horaires. Et donc là, la question c'était, voilà, ça commence à 7h30, moi, j'aurais besoin que ça commence à 7h, est-ce qu'on peut s'arranger? En fait, non, c'est très compliqué pour nous, et même impossible, à vrai dire, d'adapter le service à chaque besoin particulier. Il y a des enjeux réglementaires, des enjeux de sécurité dans la prise en charge des enfants. Et en termes d'organisation, l'horaire de 7h30 pour commencer est celui qui correspond le mieux à ce qu'on est en capacité de proposer. En revanche, sur les horaires atypiques, comme on dit, il y a des propositions dans la ville, par exemple à travers des maisons d'assistantes maternelles ou des assistantes maternelles elles-mêmes, peut-être parfois des crèches privées aussi. Nous avons un relais petite enfance qui est là pour orienter les familles en fonction justement des besoins particuliers. Et moi, je vous invite à contacter ce relais petite enfance pour essayer de trouver des solutions. Le service public offre des opportunités, mais il ne peut pas effectivement traiter l'ensemble des amplitudes parce que tout simplement derrière, il faut trouver les agents disponibles, formés, volontaires voilà, les horaires actuels sont ceux qui sont tenables. Une question sur l'attribution des logements par le bailleur Quevilly Habitat. Alors c'est une question qui revient très souvent, en particulier dans la période actuelle, parce qu'il y a une contrainte très forte aujourd'hui avec très peu de logements qui se libèrent et puis énormément de demandes pour venir ou pour bouger à l'intérieur de Grand-Quevilly. C'est un peu la rançon du succès quelque part, mais ça crée vraiment des difficultés. Sachez que les attributions relèvent de mécanismes qui sont prévus par la loi, avec des critères
très rigide et de plus en plus rigide, il est vrai. Tout cela est géré par une commission d'attribution. Ce ne sont pas les salariés du bailleur et encore moins le maire qui attribue les logements. C'est une commission dans laquelle on trouve des représentants de Quevilly Habitat, mais aussi de la préfecture, de la métropole, des représentants des locataires eux-mêmes qui ont voix au chapitre. Et tout ça est fait de façon parfaitement transparente, sous le contrôle notamment, je le disais, de la préfecture. Donc je renvoie vers le bailleur, mais c'est vrai qu'il y a une contrainte en ce moment très prononcée. Une question est posée sur les stationnements sur les trottoirs, notamment sur des aménagements, par exemple dans la nouvelle partie de la rue de l'Église. On a identifié le sujet, c'est pas facile d'y répondre parce que cette rue est très très étroite, très contrainte. Mais voilà, il y a eu des initiatives qui ont été prises, qui n'ont pas été suffisantes jusqu'à maintenant. On va continuer de travailler là-dessus. Le point positif à retenir quand même, c'est que cette rue qui était à double sens et qui était évidemment vieillotte il y a quelques mois, elle a été rénovée. Et donc, moyennant ces ajustements, il y a quand même quelque chose, bien sûr, d'intéressant dans la rénovation de la rue de l'Église. Et on pourra, comme je disais tout à l'heure, avec l'avenue Aristide-Briand, s'en inspirer en tirant les leçons, bien sûr, et en ajustant ce qui doit être ajusté. Une question a été posée sur la participation au conseil de quartier. Comment on fait? Eh bien, en fait, les conseils de quartier ont été mis en place il y a maintenant plusieurs années, mais la première expérimentation était insuffisante. Donc, on les a prolongés dans leur composition actuelle jusqu'à la fin de l'année 2026. Et d'ici là, on réfléchira, y compris bien sûr avec les conseillers de quartier actuels, à la manière dont tout ça peut évoluer, ce qui est engagé dans notre livre des projets, parce qu'il y en a qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Il faut encourager les bonnes volontés et en même temps, justement, permettre aussi le renouvellement à intervalles réguliers. Donc tout ça sera précisé, je pense, d'ici la fin de l'année 2026. Une question sur le centre aéré, comment on fait pour aller chercher ou déposer les tout-petits qui sont en haut du centre de loisirs Léo Lagrange, vous savez, au-dessus de la piscine. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une organisation qui est assez contraignante. Il y a des familles qui ont trouver un système d'entraide, et je ne peux que vous inciter bien sûr à fonctionner comme ça si c'est possible. La réalité, c'est que là encore, on a pris un engagement dans notre livre de projet qui est fondamental, c'est la rénovation complète de ces camaraderies et du centre de loisirs par lui-même. Et dans ce cadre-là, on aura à réfléchir justement, y compris peut-être à déplacer la position, notamment des plus petits. En tout cas, on va regarder dans une perspective très, très ambitieuse de modernisation du centre de loisirs et qui, je crois, répondra à cette question, même si ce n'est pas tout de suite. Et donc, il y a effectivement, en attendant, tout un système à mettre en place, comme certains ont déjà réussi à le faire. Des sujets sur la police municipale, on aura l'occasion d'y revenir, et là encore il y a des engagements très, très précis. Je rappelle quand même qu'on a la deuxième police municipale pour le nombre d'agents dans notre agglomération, juste après celle de Rouen, alors que nous ne sommes pas la deuxième ville de l'agglomération. Mais nous avons 14 policiers municipaux, 4 ASVP, nous avons 2 agents en permanence derrière les écrans, en tout cas chaque jour, de notre centre de surveillance, puisqu'il y a aussi plusieurs dizaines et même plus d'une centaine de caméras dans la ville. Ces caméras sont aujourd'hui connectées à Brézoux-de-Barneville, le commissariat central de la police nationale, où là, elles arrivent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on a créé des conditions intéressantes, il faut les amplifier. On va acheter des motos électriques pour permettre une intervention plus rapide de nos policiers municipaux quand il y a besoin. On va recruter aussi des policiers municipaux supplémentaires pour avoir là aussi des amplitudes horaires plus importantes. On va continuer d'implanter des caméras, et en particulier un certain nombre sont attendus dans les semaines qui viennent, et puis travailler bien sûr avec la police nationale, avec la justice, parce que bien souvent le sujet en fait relève de cette dimension police nationale, justice. Il y a plein de choses sur lesquelles on s'est engagé, et je vous donne rendez-vous pour en reparler bien sûr quand le mandat sera lancé et qu'on aura en termes de calendrier en tout cas des perspectives plus précises. Un sujet sur l'utilisation de l'esplanade qui est l'esplanade Tony-Larue au pied de l'hôtel de ville, en disant bah oui, peut-être elle ne sert pas suffisamment. Elle sert chaque année au moment des bacayades dans l'organisation du bal qui a lieu le samedi soir avant le feu d'artifice. Je vous invite vraiment à participer à ces festivités, et notamment le samedi soir sur l'esplanade de l'hôtel de ville. On a eu l'occasion aussi d'organiser d'autres événements, et je pense que ça reviendra, mais vous savez que le théâtre est en travaux actuellement. Le chantier est lancé à plein régime depuis le mois de janvier. Ça y est, on est entré dans la phase la plus consistante de ce chantier, et donc voilà, il faut limiter aussi l'utilisation de l'esplanade dans cette période, mais à l'inverse, quand le théâtre sera rouvert, on peut penser que l'esplanade est un prolongement naturel, et on aime aussi organiser
organiser, vous voyez, des spectacles de plein air. En tout cas, il y aura des choses à faire. Donc la suggestion, bien évidemment, est la bienvenue. On a une question, alors là pour le coup plus politique, sur la montée des extrêmes, en particulier de l'extrême droite, le Rassemblement national, quelle stratégie pour le contrer? Bon, je ne vais pas refaire ici le débat de l'élection municipale, elle a eu lieu, le résultat est celui que vous connaissez. Dès le premier tour, mon équipe a été reconduite avec plus de 60% des suffrages. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont voté, en particulier bien sûr pour notre liste. Mais voilà, il y a aussi une opposition avec 6 élus. On doit considérer l'expression de ces élus, mais on doit aussi être ferme par rapport aux valeurs de la République, par rapport au message, et en particulier tout ce qui pourrait exclure, tout ce qui pourrait diviser, tout ce qui pourrait créer des tensions dans la ville. Moi, je veux une ville vivante et épanouissante, et avec mes collègues de la majorité municipale, on va agir encore et toujours dans ce sens-là, pour rassembler, pour fédérer, essayer de partager des bonnes ondes, là où chacun le voit, le monde d'aujourd'hui est plein de tensions. Et donc, voilà, notre livre des projets sera notre boussole. La proximité aussi que nous avons avec vous est essentielle, et c'est ça, je crois, le plus important, et que finalement les habitants, les électeurs ont relevé au moment de faire le choix récent. Une question a été posée sur l'agrandissement d'un parking, mais je ne sais pas de quel parking il est question. Alors voilà, ça me permet aussi de préciser qu'on ne peut pas dans un Facebook Live répondre à toutes les sollicitations individuelles, ou en tout cas ciblées, mais chacune aura une réponse par ailleurs, donc n'hésitez pas bien sûr à préciser vos questions, à identifier par exemple le parking dont il s'agit, même si parallèlement bien sûr je ne promets pas qu'on va agrandir les parkings parce que ce n'est pas vraiment d'actualité. C'est plutôt un travail à mon avis à mener aussi pour éviter que dans notre ville des voitures viennent se stationner, il y en a trop, on le sait, qui arrivent de l'extérieur et qui prennent le métro par exemple ou même le bus. Et bien, ça c'est un travail qu'on fera avec la métropole sur les parkings relais. Éventuellement, il y a des zones bleues aussi qui ont été créées ici ou là. Je pense par exemple à l'avenue des Provinces ou la place de la Croix. C'est un système qui est intéressant pour préserver aussi le stationnement des riverains. On pourra réfléchir à d'autres zones bleues, par exemple, ici ou là. Dans l'esprit justement des voitures, des stationnements, des circulations, vous parlez des bornes de recharge pour les voitures électriques. Il y en a eu plusieurs qui ont été installées dans le mandat précédent par la métropole Rouen-Normandie, puisque c'est elle qui porte ça sur l'espace public. Eh bien, il est prévu de poursuivre ce développement. Il y a aussi un travail qui est mené par le bailleur, Quevilly Habitat notamment, pour essayer effectivement de faciliter l'accès à ces bornes de recharge. Tout ça va faire l'objet d'un travail méthodique, mais on a déjà un maillage à la fois dans l'espace public, je le disais, aussi, il faut le relever, dans les zones commerciales, je pense notamment du côté d'Hyper-U ou sur l'avenue Bois-Cagny. Et là, vous avez des opportunités de recharge très rapides qui peuvent vraiment et qui doivent, à mon sens, être saisies. J'attire aussi votre attention sur les autres modes de déplacement, c'est-à-dire que nous, on a développé avec la métropole les voies cyclables, les accès bien sûr au transport en commun. On veut s'engager sur la gratuité pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans et pour les retraités à partir de 65 ans. On veut aussi travailler sur une tarification sociale en fonction des revenus pour les gens qui payent un abonnement au transport en commun. Tout ça, c'est aussi dans le but de faciliter les déplacements autrement qu'en voiture. Et en fait, quand on essaye, que ce soit les transports en commun ou le vélo, on se rend compte que bien souvent, on gagne de l'énergie, on gagne du temps. Voilà, c'est un ensemble qu'il faut bien sûr développer. On va continuer de le faire. Une question sur la création d'un village d'artisans. Alors ça ne relève pas de la mairie, éventuellement ça peut relever parfois de la métropole, mais c'est souvent plutôt une initiative privée. Il y a sur Grand Quevilly quelques entrepreneurs qui ont aménagé des box, des locaux pour accueillir justement des artisans, peut-être pas assez, peut-être parfois trop cher, mais vraiment là on est dans le registre effectivement de l'initiative privée, avec en plus de grosses contraintes sur notre territoire, il faut le rappeler, parce qu'on est en zone Céveso, et donc ce qu'on appelle le PPRT, le plan particulier des risques technologiques, peut contraindre malheureusement les opportunités. Dernière question parmi toutes celles que j'ai reçues, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent aussi en ligne et c'est normal. Une question sur la gestion des voyages pour les personnes âgées, et en particulier les voyages à l'étranger. Parfois l'impression que certains peuvent bénéficier d'une année sur l'autre alors que d'autres doivent passer leur tour. En vérité, on essaye justement d'harmoniser et il y a tout un travail de tirage au sort qui est effectué parce que la demande est très importante. Ce tirage au sort, on va en améliorer les conditions dans les prochaines échéances, mais vraiment
je vous prie de croire que tout ça est fait dans le respect de toutes les demandes. Je vais maintenant essayer de me pencher sur les nombreuses interventions que je vois en ligne. Alors c'est évidemment du direct, donc je prends comme ça arrive. Voilà. Les crottes de pigeons, il y en a marre. Donc je vous ai dit tout à l'heure effectivement la difficulté de l'exercice parce que la nature est très puissante et cet animal en particulier. Et vraiment, je m'adresse à tous parce qu'on a tous une responsabilité là-dessus. C'est pas que la mairie. Le nourrissage en particulier est vraiment quelque chose à proscrire. C'est interdit. On le rappelle régulièrement et j'invite chacun à l'éviter. Parallèlement, on va travailler sur ce plan pigeon que j'évoquais tout à l'heure. On va essayer de trouver des solutions un peu innovantes. Des trous sur les routes et les trottoirs, j'en ai parlé aussi avec la difficulté bien sûr de la période hivernale et puis le travail que nous allons engager avec la métropole sur le plan pluriannuel d'investissement pour les voiries. La question de l'accès à la fibre, notamment sur le lotissement Bois-Joli, qui est un lotissement très récent, il y a encore des maisons en construction. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la mairie qui déploie la fibre sur le territoire, c'est un opérateur privé qui est en contrat avec l'État. Et nous avons un rôle essentiellement d'interface pour lui remonter les difficultés. Ça a été fait concernant le Bois-Joli et d'après le retour que l'on a eu, eh bien, la possibilité de se connecter est imminente. Et donc, je pense que dans les semaines qui viennent, le problème sera réglé sur ce lotissement nouveau et qui, par définition, puisqu'il est nouveau, n'a pas effectivement encore été équipé. Quevilly Habitat a fait l'acquisition de 13 pavillons dans la commune. Savez-vous si ceux-ci vont être mis en location? Oui, la ville a vendu des pavillons à Quevilly Habitat dans le but, en effet, de les mettre en location. Alors, ça nécessite pour un certain nombre d'entre eux des aménagements, des rénovations. Et puis, pour quelques-uns, les rénovations n'étant pas possibles, eh bien, Quevilly Habitat va aller vers la démolition, reconstruction. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir quelques opportunités supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de demandes de location de pavillons et malheureusement, il y en a très peu sur le territoire. Comment sont recrutés les agents des centres aérés, le personnel de la crèche? Avec les faits divers à Paris, ça m'inquiète beaucoup. Alors c'est une très bonne question et ils sont recrutés à la fois par un jury professionnel et un jury rigoureux qui lui-même rassemble des personnes qualifiées, compétentes, diplômées dans ce domaine. Et puis on recrute justement de préférence des jeunes que l'on a formés nous-mêmes, des jeunes qui ont au moins le BAFA et souvent le CAP petite enfance, parfois des moins jeunes aussi d'ailleurs, pour mettre en face des enfants essentiellement des personnes diplômées, même quand la loi ne nous en fait pas toujours l'obligation, parce que précisément, vous l'avez rappelé, il y a des faits divers qui nous montrent à quel point il faut être exigeant de ce point de vue-là. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas toujours, je le disais tout à l'heure, élargir les plages horaires d'accueil, parce qu'on ne trouve pas toujours les personnels disponibles, volontaires, diplômés. Donc il y a effectivement une rigueur très grande depuis toujours à Grand Quevilly. Et puis à l'inverse, il peut y avoir aussi malheureusement des épisodes négatifs. On est très attentif, très réactif. Et là, il ne faut pas hésiter bien sûr à les signaler. Il y a toujours un dialogue qui s'installe parce que voilà, malheureusement, les difficultés peuvent survenir même avec des personnes qui sont formées et qui ont l'expérience. Je suis pour les pistes cyclables, mais quand je vois le nombre de vélos de trottinettes qui empruntent les trottoirs et les contre-allées, alors ça me met en colère. Oui, je comprends parfaitement et c'est aussi un sujet sur lequel on s'est engagé dans le livre des projets, travailler sur ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo et trottinette. Parce que vous avez raison, c'est pas parce qu'on est à vélo ou en trottinette qu'on est exonéré de respecter le code de la route et de respecter tout simplement les autres usagers. Donc il y a un vrai sujet à ce que les voitures notamment respectent bien sûr les vélos et les trottinettes, comme les piétons d'ailleurs, et puis à l'inverse, que eux aussi soient attentifs. Et donc, en même temps qu'on développe les pistes cyclables, il faut développer l'accès au vélo. C'est le cas, vous le savez, avec les stations Lo Vélo qui ont été installées par la métropole sur Grand Quevilly. Mais il faut développer, c'est vrai, l'apprentissage chez les plus jeunes. Et c'est un travail qui est fait déjà en partie et que l'on va amplifier avec les écoles ou les associations. Mais voilà, pas seulement les plus jeunes. Nous aurons le 23 mai prochain notre journée annuelle qu'on appelle Sentez-vous bien et qui est aussi la fête du vélo. Je vous invite, toutes générations confondues, à participer à ces moments-là qui sont aussi des moments bien sûr de sensibilisation. Alors, ensuite, je vois quel avenir pour le site de l'ancien stade à l'Orge. Alors, sur le site de l'ancien stade à l'Orge, il est prévu dans les années qui viennent, mais ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, d'aménager un nouveau quartier, parce que là, il y a tout un potentiel d'aménagement et on en a besoin pour, par exemple, amener des enfants dans nos écoles, dans nos collèges. Je parlais tout à l'heure des menaces de fermeture de classe. Elles sont aussi liées au fait, et vous le savez, que la natalité est en baisse à Grand Quevilly comme partout en France. Et donc, faire venir de nouvelles familles est forcément une opportunité intéressante. C'est ce qui s'est passé avec le
quartier Matisse il y a quelques années et que l'on voit aujourd'hui dans les écoles Jean Zay Rivière par exemple. Mais d'ici là, en effet, ce terrain est exposé à des risques d'occupation intempestive et donc on a une vigilance particulière. Il faut toujours, quand vous constatez une difficulté, appeler le 17, en particulier c'est la police nationale, appeler aussi la police municipale, parce que tout simplement on ne peut pas deviner ce qui va se produire, on peut passer régulièrement et c'est le cas, mais aussi quand vous constatez quelque chose, il faut le signaler. 06 89 81 80 68, je rappelle le portable de la patrouille municipale, 06 89 81 80 68. Il faut vraiment qu'ensemble, en fait, on puisse faire face à ces occupations intempestives quand il y en a. Et de la même façon, quelqu'un pose la question plus importante que les pigeons, à quand la fin de la délinquance? Alors là, si quelqu'un a la réponse à cette question, c'est formidable, parce que la fin de la délinquance, je crois que malheureusement, depuis que l'humanité existe, on ne l'a jamais vue. La vérité, c'est qu'à Grand-Quevilly, on a une ville qui est infiniment plus paisible que beaucoup d'autres, même si malheureusement, on a aussi trop de phénomènes qui se produisent. On a parfois des tirs de mortier, on a parfois des rassemblements, on a parfois des agressions, on a parfois aussi du trafic ici ou là. Tout cela, on y travaille avec la police municipale, avec la police nationale. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas parce que précisément les choses se passent souvent bien et c'est quand ça ne va pas, bien évidemment, qu'on en parle. Mais je veux vous dire que l'engagement que nous avons eu ces 6 dernières années avec le recrutement de policiers supplémentaires, avec la pose de caméras supplémentaires, avec la création d'une brigade canine, avec tout un travail sur l'application voisins vigilants et solidaires, par exemple, tout ce travail-là va se poursuivre et s'amplifier. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans mon introduction, mais il est très important qu'on s'engage ensemble. Et on a absolument besoin de vos témoignages précis, de nous donner parfois des renseignements sur tel ou tel véhicule, telle ou telle plaque d'immatriculation, sur tel événement où on appelle en direct le 17, où on appelle la patrouille, parce que voilà, c'est vraiment tous ensemble qu'on doit prendre soin de notre territoire, et c'est pas simplement que fait la mairie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour qu'effectivement, quand elle existe, la délinquance recule, parce qu'elle n'est par définition pas acceptable. On me pose la question, est-ce que les travaux de route vont durer encore longtemps? D'une certaine façon, oui, parce que vous savez, il y a plus de 100 km de route, en tout cas de voirie, sur Grand-Quevilly. Alors, quand on a fini de rénover une voirie, potentiellement, on peut évidemment aller vers une autre voirie. Et puis, il y a tous les réseaux aussi qui nécessitent régulièrement des interventions, mais pour la qualité du service, que ce soit l'eau, que ce soit le réseau de chaleur, que ce soit évidemment l'électricité, par exemple. Quelles sont les actions concernant le passage des camions sur l'avenue du Général Leclerc? À quand la mise en place d'une déviation? Voilà, effectivement, un bon exemple. Tout à l'heure, je parlais de l'avenue Georges Braque, mais l'avenue Leclerc, le sujet est bien identifié aussi. En fait, le passage des poids lourds est interdit, sauf dessertes locales. Et la question, c'est celle que vous posez, c'est sans doute d'aller vers quelque chose de plus radical, si on peut le faire, pour que cette exception ne serve pas de prétexte. J'ai rencontré encore récemment des riverains et on va continuer de travailler sur ce sujet. Comme vous l'avez dit, la signalisation n'est pas efficace, tout simplement parce que malheureusement, on a des conducteurs qui ne la respectent pas et donc il faut peut-être en effet aller un peu plus loin. Alors, vos adjoints, connaissez-vous leur passé? Très important. Écoutez, oui, dans la mesure où j'ai partagé avec la plupart d'entre eux de longues années déjà de cheminement dans le conseil municipal. Je précise de ce point de vue-là que nous avons renouvelé pour un quart notre équipe municipale et les 3/4 sont des élus qui étaient déjà en fonction dans le mandat précédent, parfois dans d'autres mandats, parce que précisément ça permet de se connaître, d'avoir une expérience ensemble. Alors voilà, là encore, qui connaît toujours parfaitement tout le monde? On peut avoir parfois de mauvaises surprises, mais moi j'ai confiance aujourd'hui dans cette équipe que j'ai proposée au vote du conseil municipal et qui travaille déjà en harmonie pour la préparation des 6 ans qui viennent. Alors que le Ludo Matin commence plus tôt, j'ai répondu tout à l'heure, et c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins spécifiques, donc n'hésitez pas à contacter le relais petite enfance. Les besoins des locataires, vous en occupez directement, on ne sait plus. Écoutez, pour l'essentiel, les locataires relèvent du bailleur. Alors il y a 2 bailleurs à Grand-Quevilly, le principal c'est Quevilly Habitat, mais il y a aussi Habitat 76. Il y a des associations de représentants des locataires, il ne faut pas hésiter à s'adresser à eux, bien évidemment. Ils sont présents dans le conseil d'administration, dans les commissions d'attribution et dans toutes les instances qui font vivre, fonctionner ces bailleurs. Et puis voilà, je peux moi aussi bien sûr faire le relais, mais
ce qui relève du bailleur est géré par le bailleur. C'est une société privée avec des salariés et surtout avec une réglementation de plus en plus stricte qui s'impose justement à ces équipes. Et donc il faut être aussi dans ce cadre-là respectueusement. Alors, on a répondu sur les pavillons tout à l'heure, justement. Où sera installé le deuxième Canipark? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas, dans la mesure où il faut tout un travail d'étude par rapport au Canipark. On en a un aujourd'hui qui a pu parfois créer des nuisances, et ça peut encore arriver, même si voilà, on essaye d'être aussi très, très vigilant dans la proximité avec les habitations, c'est le cas actuellement. Voilà, on tiendra compte aussi des leçons de l'expérience pour identifier un terrain adapté, mais l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de se préoccuper de cette condition animale parce qu'on est une ville avec beaucoup d'habitats collectifs et donc si je prends l'exemple des chiens, c'est souvent en extérieur qu'ils sortent. La laisse est obligatoire dans l'espace public et le Canipark permet justement de les laisser se défouler sans la laisse. Je rappelle de ce point de vue-là, bien sûr, la vigilance aussi qu'il faut avoir vis-à-vis du respect de cette obligation de la laisse parce que je sais très bien qu'elle n'est pas toujours respectée. La police municipale intervient mais elle n'est pas toujours présente au moment où ça se passe. Et j'invite chacun à faire attention parce qu'on dit oui, mon chien n'est pas dangereux, mais par contre le chien peut aussi subir, s'il n'est pas tenu en laisse, il peut subir éventuellement l'attaque par exemple d'un chien plus dangereux. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes déjà très, très engagés, notamment avec la police municipale, mais on va changer de dimension puisque j'ai confié à une adjointe la délégation de s'occuper spécialement de ces sujets-là. Alors voilà, on a d'autres questions qui arrivent. Des logements individuels disponibles à Grand-Quevilly, très peu, je le disais tout à l'heure, les pavillons, il y en a très peu, il y en aura quelques autres bientôt quand ils auront été rénovés ou reconstruits par Quevilly Habitat, mais dans l'ensemble, on a surtout de l'habitat collectif. Ça fait 7 ans qu'on doit être réhabilité, tout se dégrade. Oui, c'est précisément l'objectif que j'évoquais tout à l'heure sur le quartier Berlioz, mais ça vaut bien sûr aussi pour d'autres endroits. On a cette chance quand même d'avoir un bailleur qui rénove chaque année entre 200 et 300 logements, selon les circonstances. Il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui en font autant et accessoirement, quand les rénovations sont faites, elles sont faites de façon particulièrement qualitative et remarquable. Eh bien, n'empêche que le patrimoine peut effectivement être vieillissant puisque notre ville a été construite et les immeubles aussi, très souvent dans les années 60-70. Et donc progressivement, ça vient. Mais rénover un immeuble, ça nécessite parfois, comme je le disais, de rénover aussi les espaces verts, les stationnements, les voiries qui sont autour, et donc ça peut être un projet effectivement plus complexe. Alors, comment sont recrutés les agents des centres aérés? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est dommage qu'il n'y a plus l'ancienne formule des baccayades avec une tête d'affiche avec les concerts comme avant. Alors ça, c'est clair, on a tous aimé, et moi le premier, cette formule-là. Mais avec la crise sanitaire qui est passée par là, on a fait le constat, d'une part qu'à l'époque on ne pouvait pas rassembler autant de monde, évidemment, il fallait changer de formule, et puis surtout d'autre part, quand on est sorti de la crise sanitaire, on a fait le constat qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de trouver des têtes d'affiche pour se produire dans des concerts gratuits en plein air, parce que les producteurs sont très réticents à cet exercice. On a fait le constat aussi que c'est de plus en plus cher, parce que l'économie de la chanson a beaucoup évolué, et on s'est dit que mettre autant d'argent sur une seule soirée, avec le risque que l'artiste ne plaise pas à tout le monde, avec le risque que la pluie annule tout ça, voilà, tout ça nécessitait d'être revisité. On l'a fait aussi dans la perspective de prolonger les festivités tout au long de l'été, parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir 2 jours et demi de baccayade, avec plein de spectacles, avec un bal, avec un super feu d'artifice, on a tout au long de l'été ce qu'on appelle l'été quevillé, et à la fin, par exemple, le cinéma de plein air aussi qu'on a pu mettre en place, et cette année encore, voilà, je vous donne rendez-vous, il y aura une votation pour choisir le film du cinéma de plein air, mais on ne peut pas tout faire, c'est vrai, et la formule actuelle, elle permet de rassembler les générations, elle est accessible dès le plus jeune âge jusqu'au plus grand âge, et il y a d'autres occasions parfois d'accéder aux têtes d'affiche, mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé, et regardez bien autour de vous, c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir organiser des choses pareilles. On a des questions sur la caserne des sapeurs-pompiers. Écoutez, si tout se passe bien, les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année 2026. En tout cas, on est sur cette perspective aujourd'hui avec le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. C'est eux qui gèrent évidemment ce projet, puisque la propriété n'est pas une propriété de la ville, mais on accompagne ça pour que les choses se passent bien, dans la mesure où derrière, on a un service aujourd'hui déjà de grande qualité et qui sera encore amélioré avec de meilleures conditions pour nos pompiers. Je rappelle que ce sont des pompiers
à la fois professionnels mais aussi volontaires, des habitants de Grand-Quevilly qui s'engagent dans cet exercice. Et j'en profite pour vous inviter à vous intéresser éventuellement à ce volontariat du côté des pompiers, ou alors sous une forme plus accessible peut-être, la réserve communale solidaire. On vient de lancer un appel aux volontaires pour intégrer cette réserve communale que nous avons créée et qui permet aux habitants de se rendre utile à d'autres habitants, de participer à toutes ces questions de solidarité, de premiers secours et ainsi de suite. Vous avez posé une question sur l'augmentation des loyers. Alors, l'augmentation des loyers, là encore, ça relève du bailleur dans le cadre juridique et économique qui est le sien. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin sur les années que l'on vient de vivre avec les épisodes énergie, inflation et compagnie, mais il faudrait aussi développer longtemps sur les mauvais coups que les gouvernements, en particulier actuels, ont portés au logement social, et en même temps souligner la bonne gestion que nous avons ici de nos bailleurs, et en particulier de Quevilly Habitat, et qui a permis cette année, par exemple, une augmentation de loyer inférieure à celle que tous les autres bailleurs de l'agglomération ont pratiquée. Ce n'est pas l'idéal, bien évidemment, mais voilà, dans une réalité qui est celle-là, on a cette chance encore d'avoir un acteur local extrêmement attentif. Comment on fait quand on a une voisine qui nous menace de mort depuis 20 ans? Alors là, très clairement, si on en est là, il faut évidemment porter plainte. L'idéal, c'est d'aller voir un avocat. On a un cabinet d'avocats, par exemple, qui s'est installé à Grand-Quevilly sur la place du Québec. Il y en a plein d'autres sur le barreau de Rouen, mais enfin là, il est dans la proximité. Et franchement, si on est sur ce registre, il faut y aller. Éventuellement, bien sûr, appeler, comme je disais, le 17 Police nationale, appeler la patrouille municipale éventuellement, 06 89 81 80 68, et ne pas laisser passer, bien sûr, des menaces pareilles. Il y a plein de possibilités d'être accompagné. Nous, on va développer aussi justement cet accompagnement des victimes. Je pense en particulier aux femmes victimes de violences conjugales. On va essayer de créer, par exemple, un logement d'hébergement d'urgence sur Grand-Quevilly. Mais en attendant, on a aussi avec le CCAS, avec la police municipale, un accompagnement humain qui est très précieux, et il ne faut pas hésiter à le solliciter. Alors, est-ce qu'on touche les horaires des centres de loisirs? Vous voyez, là, ça rejoint la même question que sur les accueils ludo-éducatifs, et puis la question qui a été posée sur la qualité des recrutements, les diplômes des intervenants. On ne peut pas modifier constamment les horaires de nos dispositifs sans prendre le risque de perdre en route un certain nombre justement de nos intervenants, et on est très très attentif à proposer quelque chose qui soit vraiment tenable, et aujourd'hui l'équilibre que l'on a trouvé est celui qui nous permet d'avoir justement la disponibilité des meilleurs profils. Donc on est quand même attentif à la qualité de ce qui est proposé. Moyennant quoi, on ne peut pas couvrir encore une fois toutes les amplitudes horaires. S'il y a des besoins spécifiques, je renvoie encore une fois vers le relais petite enfance qui peut orienter lui aussi. Alors, c'est compliqué pour une maman seule comme moi. Ça, c'est précisément un travail que l'on veut aussi mener dans ce mandat. Le livre des projets parle d'un statut des familles monoparentales. C'est vrai que les familles monoparentales, c'est souvent des mamans toutes seules, ça peut être des papas aussi. Dans tous les cas, on va essayer de réfléchir précisément à cette question de l'accompagnement des familles. Ce n'est pas seulement et pas forcément une question financière, c'est précisément, vous l'avez dit, une question de mode de garde, une question d'accueil des enfants, d'accompagnement, parce que l'exercice est compliqué quand on est toute seule avec les enfants. Nous n'avons pas de conteneur pour déposer nos bouteilles à la résidence Le Prêtre. Alors, on ne peut pas mettre de conteneurs partout, et en particulier, il faut faire attention au bruit que ça peut occasionner, notamment au moment du ramassage. Donc ça, c'est une question qu'on va regarder parce qu'il y avait un conteneur pas très loin, il a été déplacé à l'occasion de travaux récents. Pardon. Mais, je le répète, les conteneurs, il faut aussi s'organiser pour y accéder. Alors, il y a des gens qui ont du mal de ce point de vue-là. Il faut qu'on voit quelle forme de solidarité on peut développer entre voisins, en famille, ou pourquoi pas cette réserve communale dont je parlais tout à l'heure, qui ponctuellement peut, pourquoi pas aussi, se rendre utile. Alors, le quartier Berlioz, j'en ai parlé pour les rénovations à venir. Terrain de boule, le quartier des prévoyants. Alors, on a pris l'engagement dans le livre des projets d'aménager ou de rénover des aires de jeu, des terrains de pétanque au pied des immeubles, parce que c'est fondamental pour le lien justement entre les habitants. Sur le quartier des prévoyants, ça fait un moment qu'on en parle, et il va falloir évidemment concrétiser cette perspective. C'est plus compliqué qu'il y paraît d'aménager un terrain de pétanque parce qu'il y a des enjeux techniques et puis de gestion de l'espace. Mais il est très clair qu'on a bien ça à l'esprit et on en reparlera avec les voisins du quartier que je connais bien.
Comment on fait pour l'insécurité? Comment se promener sans avoir peur de se faire agresser? Alors, de manière générale, on peut se promener dans Grand-Quevilly sans être agressé. Je le répète, notre ville est quand même bien plus tranquille que beaucoup d'autres. Mais on a mis en place un système spécifique qui est l'application UMAY, UMAY, et je vous invite vraiment à aller découvrir cette application numérique qui permet précisément à la fois de tracer vos déplacements pour vos proches si vous le souhaitez, de manière à ce qu'ils sachent où vous êtes quand vous sortez dans l'espace public, mais aussi il y a ce qu'on appelle des lieux sûrs, c'est-à-dire des endroits dans la ville où vous pouvez trouver refuge si vous sentez qu'il y a effectivement, je ne sais pas, un harcèlement de rue, ou en tout cas un suivi problématique. Donc cette application, là aussi, il faut la faire connaître, il faut la développer, mais c'est un travail que l'on a engagé avec la police municipale et les créateurs. Je vous invite à vérifier pour vous, pour vos enfants, par exemple, pour vos proches. Alors, j'essaie de trouver les autres interventions. Voilà. Si nous vous envoyons un courrier, répondez-vous, car sur Facebook, beaucoup de personnes disent que vous ne répondez jamais. Alors, effectivement, je ne réponds pas beaucoup sur Facebook, plus exactement, en tout cas sur les commentaires, etc. Parce que, voilà, tout simplement, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement attentif à être concentré sur le lien le plus direct avec les habitants, sur le travail des dossiers, sur le fait de recevoir en mairie autant que mon agenda le permet. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on essaye d'apporter une réponse, mais ça ne passe pas forcément par les réseaux sociaux, a fortiori quand les interpellations sont parfois anonymes, parfois agressives, parfois racistes ou que sais-je encore. Évidemment, ce n'est pas le cas le plus souvent, et tant mieux, et merci, et heureusement. Mais ce que je vous suggère, c'est en effet de procéder plutôt par des courriers, par des messages à mon secrétariat, de façon à ce qu'il y ait une garantie de suivi. Moi, quand je reçois des messages directement, j'essaye d'y répondre, mais mon emploi du temps ne le permet pas toujours. Et je vous assure, je pense qu'il vaut mieux se réjouir d'avoir un maire qui passe plus de temps à gérer ses dossiers et sa présence dans la ville que sa présence sur les réseaux sociaux, même si, bien sûr, je donne aussi un certain nombre d'informations ou d'opinions de temps en temps. Il y a alors une question sur l'avenue Aristide Briand, donc j'ai parlé effectivement tout à l'heure de cette rénovation. Quel dommage d'avoir supprimé toutes les places de parking au profit de la piste cyclable. Non, en fait, on n'a pas supprimé toutes les places de parking. On en a supprimé un certain nombre après qu'une étude a montré qu'elles n'étaient pas toutes utilisées. Mais le sujet, c'est précisément de permettre tous les usages de l'espace public. Je rappelle au passage que les pistes cyclables sont la condition du développement de la pratique du vélo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des vélos pour construire des pistes cyclables, sinon il n'y en aura pas. Les vélos ont besoin de sécurité, les vélos ont besoin d'un espace dédié, et ce sera le cas dans l'avenue Aristide Briand, comme sur plein d'autres voiries aujourd'hui de la ville. Je rappelle aussi au passage que quand on peut le faire, comme sur l'avenue Léon Blum, eh bien, les voies qui sont réservées sont d'abord réservées aux bus, et les vélos les utilisent, mais ce sont des voies qui permettent aux bus eh bien, de fluidifier, d'aller voilà, offrir des conditions de service meilleures. Dans le même esprit, en quelque sorte, de ce développement du bus sur la ville, on a obtenu que la métropole et Hyper U s'entendent pour avoir une ligne qui passe sur le parking du magasin. Voilà, tout ça, ce sont des initiatives qui améliorent la vie des usagers du bus. Tout le monde n'est pas usager du bus, je l'entends bien, mais il faut que chacun, effectivement, respecte les différents usages. Et s'agissant des voies cyclables, plus il y en aura, plus elles seront sécurisées, plus on pourra avoir effectivement des cyclistes. Et j'ai régulièrement des demandes à juste titre de la part des cyclistes pour dire, voilà, il n'y en a pas encore suffisamment, et ainsi de suite. Donc on va continuer à chercher l'équilibre, mais il ne faut pas exagérer, on n'a pas supprimé toutes les places de stationnement. Par contre, il y a une question sur les garages à vélo électriques. Alors, oui, la métropole a prévu un dispositif, ça existe, vous avez peut-être vu ça dans quelques rues, notamment sur Rouen, mais c'est ouvert à toutes les communes de la métropole. Simplement, ce n'est pas gratuit parce qu'il s'agit d'aménager un espace et puis de le faire vivre. C'est une espèce de box, effectivement, que la métropole peut installer. S'il y a 2 ou 3 demandes dans un même périmètre, avec un abonnement qui n'est pas excessif, qui est de quelques dizaines d'euros, eh bien, la métropole peut proposer cette solution. Autrement, ce sont des solutions de stationnement des vélos, mais qui sont à l'air libre. Et là, il faut en aménager de plus en plus. Et nous, on souhaite le faire aussi avec la ville, aux abords des équipements, que ce soit les écoles, les gymnases et les aires de jeu, par exemple. Donc voilà, ces garages à vélo, ils existent, mais ils ont un coût. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que
ils puissent se développer à la demande, en l'occurrence, si les gens ont la volonté effectivement de développer. Alors je crois que j'ai un petit problème technique sur le déroulé des questions, mais on s'approche de la fin de notre échange. J'espère déjà avoir traité quand même beaucoup d'interpellations. En tout cas, l'idée, voilà, c'est de dire qu'on renoue avec cet exercice. Ça ne remplace pas toutes les autres occasions que l'on peut avoir de se rencontrer. Et vous savez, parfois des gens me disent je ne vous vois pas souvent, etc. En vérité, n'hésitez pas à venir dans les événements qu'organisent les associations, que la ville elle-même organise, parce que c'est une belle occasion de se croiser. Et puis nous, élus, et moi bien sûr le premier, sommes directement au contact, je pense sur le marché par exemple régulièrement le vendredi matin, dans les rues de la ville, et moi sur mon vélo en particulier quand il fait un temps comme aujourd'hui. Et c'est bien le vélo aussi pour s'arrêter peut-être parfois, dire bonjour, discuter, se croiser. En tout cas, voilà, l'objectif, je l'ai dit, c'est une ville vivante et épanouissante, et ça passe par cette proximité que nous entretenons avec vous. Le Facebook Live, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc essayons aussi de nous croiser, bien sûr, dans toutes les occasions. Alors, j'essaie de rattraper encore quelques questions. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Le quartier Val-de-Seine, les immeubles sont prévus ou pas? Donc tout ça, je renvoie évidemment aux bailleurs. Je ne connais pas le calendrier par cœur sur les rénovations, mais les locataires sont toujours informés, bien sûr. Quand le bus repassera à l'arrêt Québec, ce sera lié à la fin des travaux sur Aristide Briand. Donc on peut penser que dans ce secteur, en tout cas, la circulation des bus sera rétablie cet été, puisque la perspective, c'est peut-être de terminer dès le mois de juin. Police municipale de nuit, week-end et jours fériés, voilà, on ne peut pas nécessairement avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou alors il faut exploser les impôts locaux. Mais par contre, je l'ai dit, on va recruter des policiers supplémentaires pour effectivement avoir une amplitude et une fréquence plus régulière, à la fois le soir, la nuit et le week-end, mais peut-être pas tous les soirs, toutes les nuits, tous les week-ends. En tout cas, on travaille là-dessus. Et je l'ai dit, la police nationale est un partenaire essentiel. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est le premier réflexe à avoir, le 17, et c'est la raison pour laquelle on a connecté nos caméras à Brizou-de-Barneville. Ils ont les images 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai rallumé l'éclairage la nuit, de façon à offrir des images de qualité et contribuer comme ça à la sécurité du territoire. Je rappelle aussi qu'on a un service tranquillité du bailleur Quevilly Habitat. Ce n'est pas le cas chez tous les bailleurs. Et là, il est en fonctionnement de 14 heures jusqu'à 4 heures du matin. Donc, il faut aussi les solliciter quand ça relève de la tranquillité. Les jobs d'été pour les jeunes, oui, on a annoncé l'ouverture des recrutements. Alors, bien, il y a toujours beaucoup plus de demandes que de possibilités. Nous, on peut chaque été accueillir, grosso modo, une vingtaine, plus ou moins, selon les différents services. Mais c'est nouveau et c'est toujours bon à prendre pour la vingtaine de jeunes qui pourra en bénéficier. Donc, n'hésitez pas, effectivement. Il n'y a pas de priorité particulière, ni pour les uns ni pour les autres. Ça dépend des profils, ça dépend des besoins, ça dépend des capacités à y répondre. La facturation d'un surloyer. Alors, le surloyer, ça, il faut l'avoir en tête, c'est une décision nationale qui relève de la loi. L'argent qui correspond au surloyer ne va pas dans les caisses du bailleur social, ça va directement dans les caisses de l'État. C'est un vrai problème, effectivement, pour certaines familles à Grand-Quevilly, dont les revenus en fait dépassent aujourd'hui les plafonds du logement social. C'est la raison pour laquelle Quevilly Habitat a acheté aussi des nouveaux logements à Grand-Quevilly et ailleurs, qui ne sont pas des logements sociaux, mais qui peuvent permettre éventuellement de reloger et donc de ne plus payer le surloyer. Tout ça est un exercice assez complexe et je renvoie vers le bailleur, mais bien comprendre que ce n'est pas voilà, son invention à lui, c'est la loi et même de l'argent qui part vers l'État et pas vers le bailleur. Pourquoi les policiers municipaux n'arrêtent pas les cyclistes qui roulent sur le trottoir? Ça arrive évidemment qu'ils les arrêtent, mais ils ne sont pas toujours là au moment où ça se produit. Est-ce que les jobs d'été peuvent accueillir des personnes en situation de handicap? C'est une bonne question. La réponse est oui, si le handicap, bien sûr, n'empêche pas d'exercer la mission spécifique qui est dédiée à ce job d'été, avec quand même une difficulté aussi d'entrer dans le job, parce que ce sont des missions très courtes. Souvent, ce sont des missions de 15 jours que l'on propose, vraiment dans l'esprit d'une première expérience. On s'adresse aux jeunes de 16 ans en particulier, en tout cas 16 à 20 ans, et beaucoup d'entre eux n'ont pas eu encore de première expérience. S'agissant du handicap, on travaillera aussi, et on travaille déjà ce sujet avec des stages d'immersion dans nos services, et on essaiera d'être présent sur ce qu'on appelle le Duo Day, qui est le jour où les employeurs
accueille spécialement des personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir leur univers professionnel. Je crois que je suis à nouveau bloqué sur la technique, mais là je pense surtout qu'il faut qu'on s'en tienne au timing que nous avions défini. Nous avons passé 1 heure ensemble. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a donné quelques éclairages utiles, quelques précisions, mais toutes les réponses individuelles seront données à celles et ceux qui n'en ont pas reçu ce soir. On pourra revoir aussi cette vidéo en ligne pendant quelques jours. Et puis, le mandat ne fait que commencer. On a au moins 6 ans à passer ensemble. On va essayer de les passer aussi bien que les 6 années précédentes, et peut-être mieux si c'est possible, sans la crise sanitaire, sans la crise de l'inflation, même si malheureusement, il y a aujourd'hui une crise énergétique qui a redémarré et pour laquelle on a l'intention aussi, nous, d'être engagés sur les questions de pouvoir d'achat. On y reviendra dans les semaines qui viennent. Merci de votre participation et puis bonne soirée ensoleillée, bonne semaine, à très bientôt.